Troisième partie de cette émission, nous sommes toujours en compagnie de Gaston Maungou, écrivain, Mahamat Zang, enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Mahamat Assilek Kalata, directeur de la publication Tchad Anthropus Tribune. Et on passe tout de suite au reste de l'actualité dans notre grand angle. Le bras de fer entre le gouvernement tchadien et les syndicats de salariés qui exigent une revalorisation salariale. La grève des travailleurs est peut-être encore loin d'être terminée, d'autant plus que le dialogue avec le gouvernement est au point mort. Tout cela sur fond de crise économique. Une assemblée générale s'est tenue ce lundi à N'Djamena. Et pour mettre fin au mouvement social, les syndicats exigent le rétablissement de l'augmentation des salaires. Voyez ce reportage de Mahamat Ramadan. Au Tchad, le dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux est suspendu depuis plusieurs mois. Les deux parties s'accusent de mauvaise foi et hésitent à revenir à la table des négociations, paralysant ainsi les services publics. Une situation dénoncée par la société civile qui estime que cette crise affecte négativement le développement socio-économique du pays. Le gouvernement et les syndicalistes de se retrouver, de faire l'état des lieux afin de faire une sortie de crise. Sinon, franchement, le pays va continuer à être paralysé et c'est la population qui va souffrir davantage. Je crois que tout ce qui a un commencement a une fin. Pour certains acteurs, cette rupture du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux est due au manque de communication et à l'incapacité des deux parties à faire des concessions. Le dialogue est une arme puissante. Toutes les guerres finissent autour d'une table de négociation avec le dialogue. Et en dialoguant, on trouve toujours des solutions. Si chacun lâche du lest. Mais ce qui a manqué, je pense, c'est la communication entre les deux parties. Pour rappel, les syndicats des travailleurs du secteur public revendiquent depuis janvier 2018 le paiement de leur salaire intégral et le remboursement de leurs primes et indemnités réduites de 50% depuis mars 2016. Alors les AGS, les augmentations générales spécifiques ont été coupées de 50% en janvier dernier. Les syndicats se sont donc réunis ce lundi à N'Djamena. Ils demandent le rétablissement donc des AGS, mais le gouvernement n'en démarre pas. Finalement, le dialogue est complètement bloqué entre le syndicat et le gouvernement. Mahamat Assilek Kalata, comment expliquez-vous ce positionnement du gouvernement et en termes de gestion de crise, de cette grogne sociale? Quel regard portez-vous finalement sur le gouvernement? Cette gestion de crise ne peut se faire que quand les deux mains sont tendues. La main du syndicat est toujours là sur la table. C'est le gouvernement qui fait pchit. Comment voulez-vous régler une crise dans un pays où l'exécutif a un train de vie sans commune mesure et c'est les pauvres fonctionnaires à qui on tape sur les portefeuilles? Moi, je voudrais faire une projection par rapport au train de vie du président de la République. Vous savez combien coûte aujourd'hui le déplacement d'Idriss Déby? C'est un pigeon voyageur, ce n'est pas quelqu'un qui est censé rester 3 mois ou 1 mois dans son pays. À chaque fois qu'il voyage, ce n'est pas moins de 2 milliards de francs CFA qui s'envolent du trésor public. C'est 2 milliards de francs CFA. Quand il va juste à côté, il prend 2 milliards de francs CFA, ces 2 milliards de francs CFA ne peuvent pas payer les fonctionnaires. Tout le problème aujourd'hui dans cette affaire, c'est Idriss Déby et la personne d'Idriss Déby. Le blocage, c'est par rapport à l'exécutif. Les pauvres fonctionnaires, ils payent les pots cassés dans un pays où, aujourd'hui, quand on est fonctionnaire, on n'est pas capable d'avoir les 3 repas par jour. Mahamat Zang, Mahamat Assilek Kalata pointe finalement le train de vie du gouvernement conjugué à cette crise économique qui dure déjà depuis plusieurs Non, je voudrais rajouter. Il y a d'abord. Je voudrais rajouter. Vous savez, quand on a commencé à diminuer les salaires des fonctionnaires, le Premier ministre sortant a des indemnités. Je pense, Zang et moi, on s'est retrouvés sur cette table-là. J'étais venu avec un document le démontrant. Les indemnités de la Caisse noire, qui est de 70 millions par mois, du Premier ministre, n'ont même pas changé. Le Premier ministre
sortant M. Payemi, Padaké, touchait les 70 millions, soi-disant, de la caisse noire de la primature. La caisse noire de la présidence n'a pas changé. D'accord? Le train de vie de certains classiques n'ont pas changé, dont le président de l'Assemblée. Tout ce monde-là vit sa vie. Et c'est les fonctionnaires, le bas peuple, c'est eux qui triment. Mamad Zang. D'abord, la crise économique et sociale au Tchad dure depuis déjà plusieurs années. Et elle n'est pas due à la baisse des revenus du pétrole. Elle est due à une gestion chaotique, erratique des deniers publics. Pour mémoire, hein, on a supprimé la bourse des étudiants tchadiens, ceux qui sont à l'intérieur. On a réduit les salaires des fonctionnaires. Les maîtres communautaires ne sont plus payés depuis quelques mois. Les primes des enseignants du supérieur ne sont plus versées depuis. On a commencé par prendre ce qu'ils ont appelé les 16 mesures, qui consistent essentiellement à réduire les salaires des fonctionnaires, mais à côté, le président de la République, M. Idriss Déby, nous fait du folklore. Un jour, il débarque un matin à la direction des douanes en disant « vous faites quoi vous êtes... » Enfin, ce cirque-là, ça fait 28 ans que le président Déby exerce le pouvoir presque sans partage, et c'est aujourd'hui qu'il s'aperçoit qu'il y a des dysfonctionnements au niveau de l'État. C'est quand même incroyable. Et tant l'opposition politique tchadienne a toujours demandé, exigé un dialogue non inclusif pour qu'on puisse discuter de tous les problèmes du Tchad ensemble avec tous les acteurs politiques. Un dialogue inclusif, tu veux dire. Oui, voilà. Tous les acteurs politiques, économiques, la société civile et toutes les associations. Le pouvoir... Les politico-militaires. Bien sûr, tout le monde. Mais le pouvoir n'a jamais voulu tenir cette discussion. Il a préféré faire avec ses alliés un forum des institutions pour dire qu'on établit une 4e république, un truc fantastique. Il a supprimé le poste de Premier ministre. Tout ça, c'est du cirque qui ne règle pas le problème de fond des travailleurs tchadiens. Gaston Maungu. Ce que je peux dire, c'est ce que nous sommes en train de déplorer. Vous allez vous rendre compte que c'est le problème de la gestion du pétrole. Déjà, le Tchad, on dirait qu'il est au-dessus de nous parce qu'au Congo-Brazzaville, c'est la 6e nation productrice de pétrole. Vous devrez être entre 5e ou 4e. Non, on produit beaucoup moins que la République du Congo. OK. Mais vous allez vous rendre compte que dans tout ce décryptage que vous faites, il y a une militarisation extrême. Du point de vue militaire, vous figurez parmi les 10 puissances militaires de l'Afrique. Alors, pour des gens qui ont faim, les armes que vous achetez, c'est pourquoi? C'est pour faire plaisir à la France que vous les vend? Oui, vous êtes devenu comme une forme de gendarmerie contre les États africains. Et quand même, le bruit, c'est au Tchad. Hein. On va changer le franc CFA, on va commencer à le battre au Tchad. C'est quoi cette démocratie-là? Ce n'est pas une démocratie. OK, ça au moins c'est bien. C'est quoi cette autocratie médiocrate, cette oligarchie kleptocrate-là? Combattez-le. Vous savez comment... Pour combattre cela, il ne faut pas tout simplement vous suffire à faire comme moi je fais. J'écris, je propose, il faut repartir au pays et politiquement vous battre. Bien, je vais vous donner une information. Je vais vous donner une information. 1. Le Tchad est perçu par la France comme un fournisseur régional de sécurité au service des intérêts de la France. On en a parlé d'ailleurs la semaine dernière. Voilà. Oui, deuxième chose, attendez, deuxième chose. Là où ça je vais vous expliquer deuxième chose. Ok, alors, on ne s'entend plus, hein, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Je suis ici, en France, le représentant d'un parti qui s'appelle l'UNDR. Et c'est un parti politique qui existe, qui existe au Tchad, qui se bat depuis des années pour qu'il y ait un changement profond dans notre pays. Et c'est depuis des années qu'il n'y a pas eu de changement profond. Vous devez changer de manière de faire. Non, moi, la bonne manière de faire, c'est bien de donner des leçons. C'est bien de donner des leçons depuis Paris. Pardon, moi, ce que je voudrais ajouter, mon frère, que voici a énuméré le nom de la France. Les sources des problèmes au Tchad, c'est la France. Aveuglement, elle soutient un homme, comme à 10 ans, qui est son gendarme,
le fournisseur en sécurité. La France a ses intérêts, Absolument. donc est-ce que le Tchad ne veut pas avoir c'est ce qu'elle fait. Mais le Tchad également a ses intérêts. Et non, mais le Tchad n'a pas ses intérêts. On prend de l'argent. C'est Idriss Déby qui a ses intérêts parce que c'est lui. Pardon, Idriss Déby prend sur l'argent des contribuables tchadiens, il pioche au trésor pour pouvoir amener l'armée tchadienne à aller mourir là où la France ne veut pas mourir. La France a ses intérêts, c'est comme ce qu'elle fait au Mali. Elle félicite Ibeka, qui est dans la contestation, alors que la Cour suprême n'a même pas encore donné les résultats. Mais vous l'avez très bien dit, oui. La France a ses intérêts. Voilà. Mais ces intérêts-là vont absolument contre les intérêts du peuple. Pourtant, la France, elle se dit quoi? Berceau des droits de l'homme. Elle est la première affaire. Alors on peut également poser un petit peu la question à l'envers. Non. Pourquoi l'Afrique n'est pas capable de défendre ses propres intérêts? Elle dit quoi? Elle moralise assez souvent comme si elle n'a pas de tâche. Et souvent, les Tchadiens triment, et à travers les Tchadiens, les Africains triment. Pourquoi aujourd'hui le Tchad? La France vend des armes. La France a un territoire vaste comme le Tchad, c'est qu'elle n'a pas en Algérie. On lui a botté les fesses pour sortir. D'accord? Pour entraîner ses hommes. La France, aujourd'hui, fait du Tchad, c'est peut-être une région. Tout ça parce que Idriss Déby le leur lègue tout. Eux, ils le soutiennent contre l'avis du peuple. Point barre. Les gouvernements français successifs ont toujours soutenu toutes les dictatures qu'il y a eu au Tchad. Oui. Que ce soit Tombal Bay, il a été soutenu par la France jusqu'à ce que, bon, que ce soit Hissène Habré, il a toujours été soutenu par la France. Et actuellement, pour une raison très simple, c'est que la France trouve, il a dit non, on le fait sauter. La France a toujours soutenu toutes ces dictatures-là parce qu'elle y trouve ses intérêts. Maintenant, ces dictateurs-là trouvent leurs intérêts personnels. Ce ne sont pas les intérêts du peuple tchadien, du tout. Et donc, c'est cela qu'il faut questionner. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à produire des dirigeants comme Thomas Sankara, comme Patrice Lumumba, comme Jerry Rawlings, qui, eux, sont en mesure de poser de manière très nette sur la table les intérêts de leur pays. Et ces gens-là, ils travaillent pour leur pays. Ces hommes sont là. C'est l'éducation du peuple qui pose problème. On parle de démocratie, on s'adresse à un peuple qui ne comprend même pas les lexiques de la démocratie. Jerry Rawlings, au temps du Grand Ghana, c'est parce qu'il a autour de lui un peuple éduqué et qui comprend. Est-ce qu'on vous le sous-estimez pas un Sankara, le peuple fort, hélas, encore. Non, mais je vous le dis. Aujourd'hui, certains dirigeants ont émergé parce qu'à côté, ils ont été accompagnés par leur peuple. Ça, il faut le dire. On ne peut pas parler aujourd'hui. On a quand même des combats qui... Absolument, mais je suis d'accord avec vous. Simplement, dans le cas d'espèce du Tchad, c'est un homme, j'accompagne Zang là-dessus, qui n'a enrichi que sa famille. Ses enfants sont dans tout ce qui est régie financière. Ses beaux-parents sont dans tout ce qui produit des recettes. Le problème... Et lui, il pille le pays à bon escient. Et tout ça, la France, elle regarde, elle a ses rapports, elle sait... Mais tant pis pour le peuple. Alors, Gaston Mangou, et peut-être pour revenir aussi à ce bras de fer entre les syndicats et le gouvernement. Exactement, c'est de cela que je voudrais parler. Vous voyez, si vous voulez que nos États se développent, vous qui êtes les chefs des partis politiques, ne visez pas trop le pouvoir, mais plutôt l'éducation politique de la population. Comment pouvez-vous émerger en politique si la justice et le principe du droit n'est pas connu par le sociétaire de votre nation? Il ne sait pas qu'injurer, ce n'est pas bon. Il ne peut même pas se défendre quand un militaire vient le braquer. Parce qu'il n'a pas de connaissance, il pense que le militaire, c'est le pouvoir. Donc, tant que les partis politiques n'éduquent pas politiquement les populations, afin que les populations se prennent en charge d'une manière scientifique, pas désordonnée. Par exemple, le bras de fer avec les syndicalistes. Mais la population doit se lever. Et si, quand la population se lève... C'est le cas, Gaston Mangou. C'est exactement le cas. Je suis en train de venir. Oui. Quand la population se lève et que le gouvernement s'entête, mais mettez tout au point mort dans le pays. Qu'est-ce que va faire le gouvernement? Vous mettez tout au point mort. Il va être obligé de travailler avec vous. Je reviens encore à cette histoire d'éducation. Oui, absolument. On arrive encore à ce problème d'éducation des masses. Simplement,
Je prends le cas d'espèce du Tchad où l'achat des consciences et la corruption, vous voyez le Tchad aujourd'hui, il est en pile poil. Avant, on ne nous connaissait même pas pour la corruption. Aujourd'hui, facilement, je vois un qui dérange, je passe par vous, j'achète les consciences et je crée un problème. Personne n'est conscient que moi, si je suis vendu, cela a un effet domino sur la population. Mais parce qu'elle n'est pas éduquée. Absolument. Mais attendez, l'éducation fait partie des fonctions régaliennes de l'État. Ah non, l'État. Attendez, laissez-moi finir. Les partis politiques se battent depuis des années. Il y a eu des milliers de manifestations. Non, les gens sont sortis. Les partis politiques se battent pour le pouvoir et non. Mais c'est leur raison d'être, monsieur. Si vous non, on crée un parti politique pour accéder démocratiquement au pouvoir. Non. On éduque, on sensibilise la population. Mais quand on crée un parti. Pardon. Quand on crée un parti politique, ça c'est dans le sillage pour se battre pour le pouvoir. Il est fait pour éduquer la population. Fin de cette émission. Sensibiliser. Politique. Fin de cette émission. Merci à nos invités. Vous nous laissez sur la fin. De nous avoir donné cette opportunité. Et je représente aussi un parti politique, l'UNDR, et l'Amicale panafricaine. Alors, je sais que vous êtes tous un petit peu sur votre fin, mais en tout cas, c'est la fin de cette émission. On aura bien sûr l'occasion de revenir sur l'ensemble de ces problématiques. Mamata Sidek-Alata, je rappelle que vous êtes le directeur de la publication Tchad Anthropus Tribune. Mamad Zang, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Gaston Maungou, je rappelle que vous êtes écrivain. Votre dernière publication, le manifeste de la prière pour le Congo aux éditions Edilibre. Merci à tous les trois. Merci à vous. Merci et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Bonsoir.